Pensez les Outre-mer par le prisme de la crise. Territoire de l'urgence, zone d'épistémicide. Et si la crise n'était pas un événement mais une manière de regarder ? Et si ce que l'on appelle Outre-mer était moins un espace à expliquer qu'un point d'interrogation sur nos propres cadres de pensée ? Lors de la semi-plénière de la session thématique Outre-mer du Congrès de l'Association française de sociologie à Toulouse en 2025, 5 chercheuses ont tenté de répondre à la question suivante. Que signifie produire un savoir sur des territoires constamment pris dans l'urgence, la conflictualité, la surmédiatisation et surtout depuis quelle position et avec quel outil travailler ? Étudier ce que l'on appelle communément les Outre-mer, c'est d'abord se confronter à un langage de pouvoir. Le terme même d'Outre-mer, littéralement au-delà de la mer, provient du vocabulaire de l'Empire colonial français et traduit une vision centrée, hexagonale et impériale du monde. Il y aurait un ici, d'où on gouverne, on analyse, on explique, un là-bas, périphérique à la fois éloigné et maintenu dans une relation d'exception. Cette désignation floue rassemblait sous une même étiquette les territoires de l'Empire dispersés aux 4 coins du monde, qui avaient de prime abord des cultures, des statuts, des histoires et des enjeux politiques bien distincts. La notion d'outre-mer, loin d'être neutre, fonctionne comme un outil de simplification à la fois cognitive et administrative. Elle efface la pluralité des mondes concernés, les maintient dans une temporalité suspendue comme si ces territoires n'étaient jamais tout à fait dans le présent de la République, sans cesse en proie à une série interminable de crises. Penser les Outre-mer sous le prisme de la crise n'est pas anodin. Et si la crise n'était pas une série d'événements isolés, de révoltes sociales, scandales sanitaires, catastrophes climatiques ou sociales, mais bien un prisme de lecture choisi, un prisme de lecture permanent, une grille d'interprétation capable de masquer une continuité de situation et de justifier des formes de gouvernement exceptionnelles. Dans une certaine mesure, on peut se demander si cette crise, donc perçue comme un événement exceptionnel, ne justifie pas des moyens d'action, eux aussi exceptionnels. L'article 73 de la Constitution française permet d'appliquer les lois de la République avec quelques adaptations dans les départements et régions d'outre-mer, ce qu'on appelle communément les DROM. En pratique, cela permet la mise en place de régimes juridiques d'exception, que ce soit sur les baux fonciers, les peines douanières ou l'immigration. On peut citer entre autres le dispositif 100% contrôle à l'aéroport de Cayenne, qui consiste en un contrôle systématique de tous les passagers pour lutter contre les mules et la drogue, ce qui s'apparente à une exception policière de masse. Et si on peut reconnaître que cette opération a permis de diviser par presque 2 le volume de cocaïne transitant par l'aéroport de Roissy, on peut constater que la consommation de cette drogue en France ne cesse d'augmenter et transite de plus en plus par les zones portuaires. L'utilisation à Cayenne d'arrêtés préfectoraux pour empêcher les passagers soupçonnés de voyager, et ce sans arrêt judiciaire, reste complètement impensable en métropole. Tout ça souligne un certain débat juridique. On imagine mal ce type de contrôle à Roissy, Orly ou Lyon, malgré l'origine métropolitaine et européenne d'une certaine partie de ce trafic. En ce sens, le géographe Jean-Christophe Gay parle de ces territoires comme de véritables laboratoires de l'urgence. Intervention militaire, état d'exception, dérogation légale, autant de dispositifs censés gérer les crises que l'État contribue parfois à produire lui-même. Dès lors, regarder en permanence les Outre-mer à travers le prisme de la crise n'est-ce pas une manière de maintenir ces territoires en état d'exception, d'empêcher une lecture structurelle, historique, plus complexe, de lutter contre des conséquences plutôt que contre leurs causes profondes ? Et si plutôt que de parler de crise, on parlait de situation ? C'est en tout cas ce que propose l'autrice Nadia Chonville, une manière de repolitiser, de recontextualiser et de sortir enfin de ce réflexe d'exception et de ces logiques coloniales. Les Outre-mer nous obligent à interroger nos outils, nos manières de catégoriser, d'interpréter, de savoir. Ils nous obligent à voir ce que le sociologue Boaventura de Sousa Santos appelle la sociologie des absences. Ces savoirs rendus invisibles, inaudibles, car produits loin du feu de camp social de la recherche, souvent en lien avec d'autres réalités et d'autres temporalités. Lors de la conférence, la chercheuse Georgeta Stoica, basée à l'université de Mayotte, soulignait « Nous ne sommes que très rarement médiatisés localement. On ne connaît même pas toujours les recherches qui se font sur notre propre territoire. On nous utilise parce qu'on est sur place. » Elle évoque également un manque de moyens structurels, un turnover sans précédent. Chaque année, le personnel part. Je reçois plus d'invitations à des pots de départ qu'à des réunions d'équipe. Ces constats traduisent des difficultés bien réelles. Sous-effectifs chroniques, instabilité des agents, souvent des métropolitains de passage, des noix de coco comme on les appelle en Nouvelle-Calédonie, puisqu'à l'instar de ces dernières, les métropolitains ont la réputation de voyager d'île en île avant de se planter quelque part.
Le fait que ces situations soient systématiquement désignées comme des retards, des crises ou des anomalies, alors même qu'ils sont la norme sur ces territoires, interroge. Penser depuis les Outre-mer, c'est accepter de désapprendre certains réflexes, et surtout c'est questionner le vocabulaire communément utilisé. Retard, rattrapage, crise, dom-tom, Outre-mer. Autant de mots qui imposent, structurent et infusent dans les récits que l'on diffuse. Pour conclure, comme l'écrivait Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais, décoloniser la pensée, ce n'est pas rejeter les savoirs, c'est les réinventer, les diversifier, les ouvrir au pluriel. Remettre au centre ce qui a été marginalisé, c'est accepter d'être déplacé soi-même. C'est accepter que nos outils, nos langages, nos certitudes ne soient pas toujours valables et soient souvent mis à l'épreuve. Car il ne peut y avoir de connaissance sans transformation. C'est ce que rappelait déjà Suzanne Césaire avec une certaine clarté. Le réel n'est jamais donné qu'à travers une mise en forme, une organisation, un langage. Il ne saurait donc y avoir de connaissances vraies sans cette transformation créatrice. Et si la clé pour comprendre ces territoires ne résidait pas uniquement dans ce qu'ils sont, mais aussi dans ce qu'ils nous appellent à devenir ?